démétropolisation et réempaysanement, c'est en fait quand vous croisez l'ensemble des informations dont nous disposons. Alice, hier, parlait du rapport la Mies sur Paris, 2050, plus de 50 degrés. Des comparaisons européennes ont été faites. Bon, Paris est là aussi en tête de gondole, mais peut-être négativement au regard du sujet, en l'occurrence les fournaises urbaines. Mais nombre de villes européennes vont être dans des situations d'invivabilité, de catastrophe qui est déjà annoncée. Et vous le prenez sous tous les angles, hein. La question alimentaire, la question de l'invivabilité, la question énergétique. Les villes sont, elles, des fournaises, mais aussi des lieux de consommation extraordinaire d'énergie qui, avec la descente fossile, avec la descente matérielle, soyons clairs, hein, ne subsisteront pas à ce qui est engagé d'un point de vue écologique et environnemental. Et ce n'est pas faire acte de prophétie en disant ça. C'est juste le croisement de toutes les données qui maintenant convergent pour dire qu'on a un problème avec les concentrations urbaines. On a un problème avec la grandeur urbaine. Et que si on veut vraiment, non pas en découdre, on n'est pas là pour instruire un conflit, on n'est pas là uniquement pour bras armés s'opposer. C'est plutôt une dispute ou un litige au sens philosophique du terme, il va nous falloir engager le débat. Il va falloir un peu anticiper. Donc déménageons le territoire, c'est l'idée que essayons de nous projeter collectivement à 2050 pour voir concrètement quel pourrait être, dès maintenant, parce que tout est déjà en germe et plus qu'en germe, dès maintenant, ce que pourrait être une organisation territoriale, une géographie du vivant, voilà, et non pas simplement une géographie productiviste du capital qui a pour fleuron la métropolisation, ce que pourrait être une géographie alternative projetée à 2050. Sur quelle base? Par quel accès à la terre? Par quelle taille de ville? Voilà un débat qui n'a jamais éclos et qu'il faut néanmoins poser aujourd'hui, etc., etc. C'est ce que je vous propose de traiter dans les 5-7 minutes qui viennent. Ce sont des jalons, on en discutera pendant les 2 jours. Quelle serait la géographie alternative à la métropolisation? Du coup, qu'est-ce qu'il y a, Jules? L'information essentielle. En fait, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce que je raconte, c'est qu'il y a du café. Il y a du café. Alors, sur la question de la géographie alternative, les coordonnées qu'il nous faudrait éventuellement travailler. Bon, premier élément, oui. Fait d'actualité, vous n'êtes pas sans avoir remarqué, mais là, c'est plutôt une deuxième dédicace, je vais arrêter avec les dédicaces, je vais garder pour moi, que le petit monde a bruissé sur l'idée qu'il y aurait un exode urbain ou pas un exode urbain. Vous avez entendu parler de ces débats-là ou pas du tout? Depuis confinement, Covid, etc., il y aurait des gens qui auraient débranché. Bon, il y a même un ministère dit du logement qui a lancé des études autour de cette chose-là pour aboutir à la conclusion qu'il n'y avait pas d'exode urbain massif en tant que tel, mais qu'il y avait des débranchements à bas bruit. De plus en plus de gens se posaient la question de leur devenir métropolitain. Bon, merci au ministère du Logement d'avoir mis 700 000 balles sur la table pour ce type de choses. On le savait, ça fait 40 ou 50 ans qu'il y a un débranchement à bas bruit. Voilà. Et que confinement et pandémie ont effectivement un peu élucidé, un peu plus mis en lumière. Mais la tendance était déjà engagée. Et du coup, pourquoi vous citez ce travail qui a été mené? Parce qu'il y a 2 jours, France Stratégie sort un rapport. Son nom a été évoqué hier par notamment un rapport qui a été coécrit par Olivier Bouba-Olga sur, à partir des inscriptions scolaires en primaire et secondaire, où vont les gens avant 2019 et depuis 2019. Conclusion est claire, les centres métropolitains voient le nombre d'inscrits en école primaire et secondaire décliner. Et toutes les métropoles confondues. Ce n'est pas que Paris. Voilà. Et pour aller où? À 50% dans le périurbain, à 30% dans les villes moyennes et à 20% dans les ruralités. Voilà. C'est tout le débat qui me semble d'ailleurs mal posé, exode urbain ou pas exode urbain. L'exode est de funeste oraison d'un point de vue historique. On ne va pas parler d'exode, d'accord? C'est plutôt des moments historiques qui ont été assez dramatiques. Mais il y a effectivement de plus en plus de débranchés, de gens qui décident de partir pour aller nourrir, soyons clairs, hein, par moments l'étalement urbain, à d'autres moments des villes petites et moyennes. Et j'insiste là-dessus, de plus en plus qui veulent aller et qui ont commencé à se réinstaller ou à s'installer simplement dans les ruralités. Après, la géographie que ça dessine est une géographie qu'il va nous falloir un peu comprendre.
Parce qu'effectivement, vous avez des lieux d'attractivité dans le débranchement en question. Voilà, la façade océanique, l'ouest français joue un rôle tout à fait déterminant aujourd'hui comme facteur d'attractivité. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie aux cartes voilà, qui ont été publiées et d'autres avant. L'important là est certainement de se poser la question de quels seraient les lieux, mais pas les lieux, on ne va pas nommer des lieux, on ne va pas donner des noms de communes. Quels seraient les lieux, la typologie des lieux qui pourraient être facteurs d'accueil et offrir des possibilités. Il nous faut nous entendre du coup sur ce dont nous avons besoin pour faire société écologique post-urbaine. Ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire face, quels sont du coup les objectifs. Les objectifs sont assez clairs. Il va nous falloir diviser par 4 à 6 nos niveaux de consommation à horizon 2050. Il va falloir donc arrêter avec la sobriété telle qu'elle nous est présentée, comme petit geste quotidien qui donnerait bonne conscience et qui changerait à peu près rien, mais s'organiser dans une frugalité heureuse ou dans une austérité joyeuse, appelez-la comme vous le souhaitez, en reprenant des auteurs qui ont bien parlé de cette chose-là. Il va falloir abaisser le niveau de charge. Le niveau d'empreinte va devoir être considérablement diminué. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas depuis l'urbain qu'on va pouvoir avoir les bonnes stimulations pour pouvoir réduire ce niveau d'empreinte et ce niveau de charge. Quels seraient les lieux, quelle serait cette géographie dite alternative qui permettrait cette mise en mouvement visant à réduire à horizon 2050 de 4 à 6 l'ensemble des besoins que nous consommons. Et bien comme tout déménagement, il y a des choses qu'il va falloir laisser et il y a des choses qu'il va falloir conserver. Comme dans tout déménagement, il y a des choses auxquelles on va tenir et des choses qui vont devenir artificielles ou totalement superficielles. Chacun fera son choix. Ce qui est certain, c'est que les lieux en question, cette géographie-là, dite alternative, elle a quand même quelques caractéristiques d'entrée. La première caractéristique d'entrée, c'est qu'au moment où on nous parle par exemple de crise du logement, vous avez entendu parler des débats autour de zones de tension où il y aurait un déficit de logement par rapport à la demande. Ce sont les espaces métropolitains. Et dans le même temps, on le sait, et depuis belle lurette aussi, mais ça n'est jamais mis en débat, que vous avez plus de 3 millions de logements vacants en France, plus de 3,5 millions de résidences secondaires et plus de 6 millions de logements sous-occupés. Vous avez en tout et pour tout 37 millions de logements pour 68 millions de personnes. A priori, si on avait un minimum d'intelligence, ça devrait suffire. Aujourd'hui sortent de terre 2 logements pour une naissance en France. Voilà le rythme de construction des logements. Voilà le rythme d'urbanisation dans lequel on est. Ça veut donc dire qu'il y a un problème, bien évidemment, d'orientation politique, vous l'aurez compris. Un problème d'arbitrage, un problème de priorité. On n'a pas un problème de pénurie de logements, on a un problème de répartition. Où sont ces logements-là, ces ressources? Elles sont dans d'autres lieux que dans les espaces métropolitains où le béton est coulé à flot et où les immeubles sortent à vitesse grand V de terre. Ça veut donc dire que le but n'est pas d'abonder ces réalités-là, mais de reposer à juste échelle, c'est-à-dire hexagonale ou plus large, la réalité des ressources aujourd'hui. Où sont les terres? Je ne vous fais pas un dessin, ne sont pas dans les centres métropolitains, place Bellecour ou place de la République, on est d'accord ou pas? La question de l'accès à la terre ne peut pas se faire depuis les centres urbains. Je pense ne choquer personne en disant ça, ou en tout cas ne pas manger plus de 2 de vos neurones, de vos milliards de neurones. 3. Où sont les ressources forestières? Où est le bois à un moment donné qu'il va nous falloir, alors selon d'autres modalités culturelles, selon d'autres pratiques d'exploitation, qu'il va nous falloir utiliser à des fins de production d'énergie, à des fins de bois d'œuvre ou autres. Pareil, dans les périphéries. En fait, les lieux périphériques aux concentrations urbaines et métropolitaines sont les lieux qui ont toutes les ressources, non pas pour nous accueillir avec le même mode de vie, la même forme de vie, mais pour se reposer la question des besoins, des moyens d'y accéder, des ressources nécessaires pour cela, bref, des formes de vie adossées. Ce qui voudrait dire que, en termes de maillage territorial, si on veut avoir une vue un peu décente de ce que serait la géographie alternative, il va falloir repeupler une maille territoriale que l'on appelle des 10 000 petites villes de proximité jusqu'au bourg-centre. Aujourd'hui en France, vous avez cette maille territoriale de 10 000 villes de proximité jusqu'au bourg-centre qui constellent tout l'Hexagone et qui sont là où les logements vacants sont, là où l'accès à la terre par des moyens décarbonés peut se réaliser, etc. etc. À cela s'ajoute un nombre incalculable de lieux-dits, de hameaux, etc. C'est la fameuse diagonale du vide
dont l'INSEE a affublé la vie très fière de certaines personnes. Je ne sais pas où vous habitez, vous. Si c'est dans la diagonale du vide, je vous sens fier d'entendre cette dénomination-là. Voilà. Bon, si en plus vous habitez dans une ville moyenne, vous êtes une profession intermédiaire et que c'est dans un périurbain de ville moyenne, imaginez comment tout ça fait sens pour votre propre existence. Merci l'INSEE pour ces qualifications. Elle a requalifié il y a 2 ans la diagonale du vide en diagonale des faibles densités. Vous avez, au-delà de cette diagonale des faibles densités, plus largement sur l'entente du territoire, vous avez ce maillage-là qu'il va nous falloir à un moment donné réinvestir par des acteurs qui, historiquement, eux-mêmes se sont vus dépouillés de quelques moyens ou qui ont du mal à y vivre ou à y développer une activité, alors même que ce sont des acteurs de premier rang pour pouvoir, non pas réanimer, mais continuer à dynamiser ces espaces-là. Deuxième, donc, le maillage territorial, la maille des 10 000 petites villes de proximité jusqu'au bourg-centre, et on peut ajouter tous les hameaux et les lieux-dits. Deuxième coordonnée d'entrée. Puisque la ville est le problème, je ne vous ai pas fait l'inventaire à l'après-vert de tous les problèmes de la ville, hein, mais juste pour information, 2 éléments, vous le savez, hein, mais il y a des villes qui, on l'a appris depuis quand même quelques temps, mais ça semble s'accélérer, il y a des villes qui sont en train de s'enfoncer sous le poids du pompage des nappes phréatiques et du béton. Voilà. Et soyons clairs, c'est 19% de la population mondiale qui, en 2100, vivra dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques. Voilà. Le FMI, qui n'est pas une petite officier révolutionnaire, annonce qu'on aura en 2100 74% de la population qui vivra des canicules mortelles de 3 semaines à 4 mois par an. Et cette population sera à 90% urbaine. Voilà les petits éléments sur lesquels je ne suis pas revenu pour montrer vraiment l'état d'urgence dans lequel on est collectivement, et ça concerne l'entièreté des continents, l'entièreté des pays. Donc la deuxième coordonnée géographique qui est proposée, c'est la taille limite. Si la planète impose ses propres limites, si aujourd'hui nous les franchissons allègrement, ces limites planétaires, par l'ensemble des exploitations, il nous faut retrouver la juste mesure, la limite de nos propres vies, et pour cela, ça ne peut se faire que dans des communautés humaines qui elles-mêmes se posent la question de leur propre taille pour pouvoir produire ensemble, vivre ensemble et faire communauté. Et bien là, c'est troublant, l'histoire, mais de différentes périodes, et par d'autres aussi références, vous avez dans l'arc ouest européen, globalement, passé 30 000 habitants, il semble se produire quelque chose qui produit des externalités négatives et des effets rebonds. On a bien autour de la taille limite des villes quelque chose qui se trame autour de 20 à 30 000 habitants. Pour ça que je parlais du maillage territorial des petites villes de proximité. Les petites villes de proximité, c'est celles qui sont, selon l'INSEE, de l'ordre de 8 à 10 000 habitants. On est encore dans la bonne maille. Ça veut dire que le deuxième élément géographique qu'on propose, c'est, on l'a vu dans le débat, hein, c'est compliqué que de plafonner une population, mais en tout cas, d'avoir la vigilance dans le repeuplement, de ne pas reproduire en plus petit ce que les métropoles ont produit ces 50 dernières années. Et pour cela, d'être conscient qu'il va falloir non pas plafonner, mais qu'il va falloir avoir un peu de vigilance sur le nombre de personnes concernées et sur les types de peuplement que ça peut donner. Du coup, ce qui est proposé, c'est d'aller vers des biorégions post-urbaines qui seraient peuplées de 30 à 50 000 habitants sur l'ensemble du territoire hexagonal. De 30 à 50 000 habitants sur un diamètre d'une trentaine de kilomètres, qui correspond à un écosystème, une vallée, un plateau, une moyenne montagne, une île. En fait, si je parlais des acteurs historiques, ça correspond globalement aux 496 pays géographiques qui existent aujourd'hui en France. Vous avez un découpage qui, en France, s'appelle pays géographique, créé au milieu des années 90, n'a jamais reçu les moyens de sa propre réalisation. On a empilé d'autres dispositifs d'intervention, et pourtant, ces périmètres de régions naturelles ou de pays géographiques sont exactement les périmètres auxquels on devrait être vigilant pour pouvoir repeupler les campagnes et plus largement redécouper, alors administrativement, je ne sais pas, en tout cas, ces pays géographiques ont des cultures qui leur sont propres, sans exclusive, ont des écosystèmes avec lesquels les cultures ont appris à cohabiter, ça leur est propre, sans exclusive, et ont des niveaux de peuplement qui correspondent peu ou prou aux 30 ou 50 000 habitants, mais non unifiés, non concentrés dans un pôle centre ou dans une aire urbaine unique. Donc, 1, maillage territorial, les 10 000 petites villes de proximité jusqu'au bourg. 2, des biorégions post-urbaines, au nombre d'à peu près 500, de 50 000 habitants tout au plus, non polarisés et de 30 km de diamètre. Et dernière coordonnée géographique proposée,
certainement la plus importante. Tendre vers l'autonomie, c'est donner les moyens de pouvoir faire autonomie. Il n'y a pas d'autre solution en termes écologiques si on veut véritablement faire face, non pas aux défis, mais aux enjeux que l'humain a bien voulu se mettre entre les pattes. Il n'y a pas d'autre écologie vertueuse, responsable et digne que l'autonomie. On peut gloser, on peut en faire un inventaire de toutes les politiques de durabilisme proposées par les gouvernements et par les métropoles, par tout le technosolutionnisme qui nous est mis entre les mains, d'accord ? Mais qui ne va faire que se heurter au mur énergétique. Soyons clairs là-dessus. Il n'y a que l'autonomie et l'autolimitation qui permettraient de diviser par 4 à 6. Et ce faisant, quels seraient les moyens géographiques de tendre vers l'autonomie pour cette géographie alternative? Alors là, bien évidemment, ça dépend des lieux, ça dépend des moyens. Mais le calcul, en croisant plusieurs informations, indique toujours à mettre en discussion qu'il nous faudrait de 3 à 4 000 mètres carrés par personne pour pouvoir prétendre avoir un peu d'autonomie alimentaire, énergétique. Ça ne veut pas dire chacun dans son précaré, soyons clairs. C'est en moyenne ce que ça peut représenter. En tout cas, c'est ce qui permettrait de tendre vers les espaces biorégionaux dont nous avons parlé et qui peuvent tout à fait accueillir jusqu'à 30, 40 ou 50 000 habitants non polarisés. La question des 4 000 mètres carrés, la nouvelle cité des 4 000 pour un bon mot. À l'époque, la cité des 4 000, c'est la Courneuve, c'est là où on construisait des HLM pour l'accueil et c'est tout à fait nécessaire et tout à fait essentiel. Là, on pourrait penser une autre cité des 4 000 qui est celle des 4 000 mètres carrés pour faire autonomie. Voilà. Et alors, ce qui est plus troublant, et je terminerai, ou en tout cas j'irai tranquillement vers la fin là-dessus, les 4 000 mètres carrés, quand vous convertissez ça à l'échelle du nombre d'habitants, parce que la question qui arrive, c'est on est trop nombreux sur Terre, oui, ça c'est l'argument qu'on entend fréquemment. C'est le point Godwin de la discussion. Il y aurait un surpeuplement à l'échelle mondiale. On a un surpeuplement si on vit tous comme des Américains ou des Français, d'accord ? Il n'y a pas de surpeuplement si à un moment donné, on abaisse de 4 à 6 nos niveaux de pression écologique. Bon. Donc la question qui vient rapidement, c'est à quoi correspondraient ces 4 000 m² multipliés par le nombre d'habitants en France? Quelle surface artificialisée? Et bien, quand vous multipliez cette chose-là, vous êtes globalement au niveau d'artificialisation réelle de la France, d'accord? C'est-à-dire toute l'urbanisation et toute l'agriculture de synthèse, toute l'agriculture industrielle. Vous cumulez tout ça, on est globalement aux mêmes superficies hexagonales que si vous multipliez vos 4 000 m² par le nombre d'habitants en France. Enfin, de 2 à 4 000 m² multipliés par le nombre d'habitants en France. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est conjectural. C'est juste sur un coin de table, une règle de 3, voire un peu plus élaborée. Le problème, c'est que ce type d'élément, qui me semble, à mon avis, qui nous semble plus que nécessaire de mettre en débat, non pas les 4 000 mètres pour être sur, ou 4 000 mètres, ou 30 000 habitants, on peut aller au-dessus, on peut aller en dessous, mais forcer le débat autour de ces questions-là est venu d'une ardente nécessité. Alors, du coup, bien évidemment, se pose la question, on l'évoquera cet après-midi particulièrement, de ce que l'on y fait, des activités qu'on y déploie. Et là, vous avez des propositions. Des propositions de l'atelier paysan sur le nombre de paysans, des propositions de terre de liens sur le nombre de paysans, des propositions de mouvement décroissant sur le nombre d'actifs ruraux. Il faudrait globalement de 1 à 10 millions de paysans et d'actifs ruraux pour pouvoir repeupler les campagnes, tout en ayant conscience des activités qu'il va nous falloir y développer et de leur pression écologique, sans reproduire ce que nous avons déjà produit par l'histoire. Donc, atelier paysan, terre de liens, mouvement décroissant, vous avez le Shift Project qui commence à aller sur ce type de questions. On ne va pas pouvoir tenir très longtemps, il va falloir desserrer, il va falloir mettre la priorité sur des villes moyennes. Voilà. Vous avez des écrits récents qui développent cette idée-là. Et puis, je le disais hier, en Espagne, 2019, le gouvernement espagnol propose un programme national de repeuplement des campagnes pour les jeunes de moins de 35 ans. Des moyens leur sont alloués pour aller vivre dans des lieux qui ont été désertés ou qui ont commencé à être inhabités. Voilà. Vous avez au Danemark, dans les années 70, un programme de relocalisation de l'ensemble du système urbain. Voilà. On pourra en discuter si vous le souhaitez, parce qu'il y a des résonances entre les années 70 en France et celles au Danemark. Il y a géographiquement des comparaisons qui sont assez signifiantes. Je parlais de la Chine hier, grand régime démocratique, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, mais ils ont plafonné, ils ont attendu la population de Shanghai et Pékin, 25 et 26 millions d'habitants. C'est en train d'arriver d'un peu partout. La question de la surdimension des villes, de la taille démesurée des concentrations urbaines et du coup, de la manière dont on pourrait repenser une géographie qui ne serait pas en lutte frontale contre l'ensemble des villes, mais qui poserait la question de la bonne taille, de la bonne mesure, de la décence et de la responsabilité, est en train d'affleurer de partout, en fait, y compris institutionnellement. Dernier élément, comme par hasard, vous avez aussi les acteurs qui, historiquement, ont peuplé les campagnes, qui n'en ont plus les moyens depuis 30 à 40 ans,
alors même qu'ils continuent à vivoter en maillant les espaces et qui pourraient être des moyens pour pouvoir mettre en place cette géographie alternative. On aura notamment la question des foyers ruraux, ça fait partie de cette chose-là. Mais regardez comment le gouvernement met des moyens sur des tiers-lieux campagnards, alors même qu'on a un réseau de foyers ruraux depuis maintenant quelques décennies. Donc bien évidemment, tout ça, c'est de l'orientation politique, tout ça, ce sont des choix. Après, la question est de savoir comment on oriente ces choix-là. Il n'en demeure pas moins que l'exemple des foyers ruraux, l'exemple des CPIE, je parlais des pays géographiques, on peut parler des parcs régionaux qui ont des politiques par moments très attractives ou d'attractivité. Mais vous avez encore une densité d'acteurs qui, dans les périphéries, en dehors des grandes villes en tout cas, seraient des moyens premiers pour pouvoir penser, proposer, mettre en application ce que pourrait être une géographie alternative, celle du vivant. Donc démétropoliser, réempaysanner, pour nous, ça pose la question éminemment géographique de où, pourquoi, comment et avec qui. Avec qui, ce sont les gens et les acteurs, et tout le reste, j'ai tenté de vous en donner quelques éléments. La maille des 10 000, les 30 à 50 000, mais non polarisés sur des biorégions post-urbaines, et la fameuse cité des 4 000 mètres carrés par habitant pour pouvoir faire autonomie, mais bien évidemment, pas claquemuré, pas avec des barbelés, en refaisant communauté, en revisitant certaines coutumes et certains rites, en participant soi-même des festivités, d'accord, donc avec un peu de joie et beaucoup de gaieté. Je pense que cette gaieté-là, c'est ce qui nous a été finalement retranché à vouloir tous nous entasser dans les grands espaces métropolitains. En tout cas, c'est ce que l'urbanisation généralisée a essayé de nous soutirer. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.